Merci beaucoup de nous accueillir, mon collègue Laurent Amiot-Tuché et moi-même, pour ce rendez-vous du jeudi. Nous sommes donc présents tous les deux à Lausanne. Lui est sociologue des religions et moi sociologue de la vieillesse. Selon les interventions, nous prenons la parole sur nos thèmes de prédilection et donc aujourd'hui, ce sera moi. Mais nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions. Nous allons vous présenter une étude en cours sur le thème du vieillissement dans ces lieux particuliers que sont les monastères. Cette étude est donc financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et dure 4 ans. Il nous reste 1 année et demie avant la fin de l'étude. Si vous voulez passer le suivant. Le slide suivant. Ouais, non, Alors le c'est bon. plan, quelques mots sur la mort en Suisse, puisque... Oui, c'est bon? Vous m'entendez aussi? Oui. La mort en Suisse, en quelques chiffres, nos terrains, ces communautés monastiques, en quoi elles sont spécifiques, un mot de la méthode, et puis sur des résultats autour de la vieillesse, la dépendance, la mort et les rites. Et en conclusion, nous aimerions discuter de la validité des catégories sociologiques standards pour saisir la vieillesse et la mort, les catégories dont on a l'habitude d'utiliser dans ces disciplines et qui pourraient être vues à l'aune de nos terrains. Alors le 3, s'il vous plaît. Le slide 3, voilà, merci beaucoup. L'espérance de vie est haute en Suisse, et l'espérance de vie en bonne santé également, puisqu'elle est de 70 ans. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est l'espérance de vie à 80 ans, puisqu'en 2019, elle est de 9 ans pour les hommes, 10 ans pour les femmes, donc bien au-delà de l'espérance de vie à la naissance. Si on prend maintenant les décès, en 2019, 60% des décès, 62 même, du total des décès ont 80 ans et plus. Et si l'on rajoute la tranche des 65-79 ans, 87% des décès annuels ont lieu après 65 ans. Alors Simone Pennec avait dit il y a quelques années que la mort était une affaire de vieilles personnes. C'est donc bien le cas. Nous avons les chiffres pour 2020 liés au Covid. Il y a 10% de décès en plus en Suisse liés donc justement au Covid. Et la catégorie la plus touchée, c'est donc les 65 ans et plus, dont la moitié en EMS, ce qu'on appelle les EMS, c'est-à-dire ce que vous appelez les EHPAD. Alors, 20% des 80 ans et plus sont concernés par ces EHPAD en Suisse. La proportion augmente bien sûr avec l'âge, mais je rajouterais qu'avant le Covid, on sait déjà qu'un quart à un tiers de ce type d'établissement se renouvellent par année pour cause de décès. Donc, bien qu'on les présente souvent comme des lieux de vie, ce sont des lieux en fait où l'on meurt aussi beaucoup, et ceci en dehors du Covid. Le Covid a mis, je pense, le focus sur cette situation. La suivante, s'il vous plaît. C'est bon, il y a toujours un petit décalage. Alors, clique dessus, ça apparaît, mais je pense que c'est bon. Oui. Alors, oui, c'est bon. En Suisse, il y a une politique nationale de soins palliatifs. J'aimerais que vous passiez juste la prochaine slide et puis on reviendra à celle-ci ensuite, s'il vous plaît. Allez-y, parce qu'on a les slides apparaissent plus vite que pour vous, j'ai l'impression. OK. Alors, on voit donc 3 strates au sommet des compétences très spécialisées, qui concernent peu de monde et peu de lits. Ce sont donc les symptômes réfractaires qui sont pris en charge dans ces lits ou des situations spéciales comme les SLA, par exemple. Et en général, ce sont des personnes de moins de 65 ans qui ont accès à ces lits très spécialisés. Au centre, une prise en charge classique des symptômes, tels qu'on les trouve dans les EHPAD, avec chaque fois des personnes formées en soins palliatifs, principalement des infirmières, et à la base de cette politique nationale, une diffusion dans la population de ce que sont les soins palliatifs. Alors, revenons à la slide antérieure, s'il vous plaît. Alors, la spécialité de la Suisse, c'est qu'il y a bien cette politique nationale de soins palliatifs, mais il y a également un accès aux ADMD. Le suicide assisté en Suisse n'est pas autorisé, mais il n'est pas puni. C'est dans cette faille légale que se sont développées au fond les associations. Il est assuré par les associations elles-mêmes, c'est-à-dire les bénévoles. Il n'est pas médicalisé en tant que tel, si ce n'est l'ordonnance, avec en 2014 un critère qui a été rajouté et qui concernait les
polypathologies invalidantes liées à l'âge. Et là, je vous encourage à lire les 2 articles de nos collègues sur le sujet dans le dernier Gérontologie et Société qui s'intéresse à ces points spécifiques en Suisse. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit la politique nationale de soins palliatifs et les tenants des soins palliatifs, ils sont en général pas d'accord avec évidemment ceux qui sont les tenants des accès aux ADMD. Hein. Les options sont souvent contraires. Par contre, on peut relever que les valeurs sont communes. Et c'est peut-être de ça qu'il faudrait une fois causer, c'est-à-dire l'autonomie. Elles se revendiquent toutes les deux de l'autonomie de la personne, de la dignité et de la qualité de fin de vie. Alors, la tâche aveugle de tout cela, de l'une et de l'autre des approches d'ailleurs, sont les troubles cognitifs sévères qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Et Régis Aubry avait déjà mis, si vous vous souvenez, le point là-dessus le 16 décembre lors de la première séance de ce colloque. Alors, concernant nos terrains par rapport à ces valeurs communes, eh bien, elles ne se déterminent pas par rapport à celles-ci, puisque l'autonomie n'est pas une question d'individu, mais de collectif. La dignité ne se mesure pas à l'aune de l'intégrité physique et mentale et la qualité de fin de vie est fortement induite par une perspective de transcendance. Alors, on pourrait rétorquer que cette perspective de transcendance, on la trouve ailleurs, mais sur nos terrains, elle est particulièrement marquée. On va avancer, s'il vous plaît. Donc, 2 slides. Notre terrain d'étude. Notre terrain d'étude, ce sont donc les monastères et la vie contemplative, comment on y vieillit, comment on y meurt. Et ici, vous avez 2 photos de notre recueil de données, puisqu'il s'agit d'un réfectoire carmélite et puis d'un monastère cistercien à Haute-Rive. Nos terrains se situent en Suisse romande et en Bourgogne-Franche-Comté. On peut avancer, s'il vous plaît. Alors, la vie religieuse contemplative, pour en quelques mots, mais qui balise aussi la façon dont on y vieillit et la façon dont on y meurt, eh bien, c'est une vie communautaire retirée du monde, en exclusivité de sexe, où, après une formation, on va prononcer des vœux solennels de pauvreté, chasteté, obéissance, que l'on trouve également chez les apostoliques. Mais ici, on va rajouter un critère de stabilité, c'est-à-dire qu'on y vit, on y travaille, on y vieillit, on y meurt et on y est enterré. Donc, on peut y vivre des décennies et tout ceci en communauté, si on veut, avec les mêmes membres, effectivement plusieurs décennies. Il y a une volonté historique d'autarcie économique. Hein. On va bien mesurer chaque fois ce que l'on va demander à l'État et surtout ce que l'on ne va pas demander à l'État pour rester autonome. Mais autour de la vieillesse et des mesures assurantielles notamment, eh bien, il y a des questions qui se posent autour des demandes à faire ou pas, justement pour respecter cette autonomie. Le charisme est centré sur la prière et sur l'étude des textes. La règle du silence est vraiment la règle de tous nos terrains. La vie quotidienne est rythmée par les offices religieux, la liturgie des heures, comme on l'appelle, et le travail. On peut passer à la suivante. On vous a mis ici un schéma des lieux et le temps d'une journée. C'est donc un espace confiné qui est délimité par la clôture. Donc certains espaces comme l'église par exemple sont en partie accessibles aux autres, mais c'est une vie d'entre-soi à l'intérieur de la clôture où peu de personnes ont accès. La journée est scandée par les offices, parfois tôt le matin, parfois même la nuit, et le travail. C'est donc une vie particulièrement régulière auquel on est confronté. Suivante. Pour saisir au fond ces lieux particuliers, nous avons privilégié ce que nous savons faire, c'est-à-dire l'ethnographie, et franchir la clôture a vraiment été l'enjeu de cette recherche. Nous avons y accès avec beaucoup de, je dirais, on a vraiment cherché à nous faire comprendre, hein, on voulait vraiment vivre à l'intérieur, ce qui nous a été accordé. Nous vivons donc sur place en semaine continue. Pour l'étude, nous avons vécu donc avec les moines et les moniales à l'intérieur de la clôture. Nous participons aux offices, aux travaux qui nous sont confiés et aux activités qui se présentent. Suivante. Alors la méthode, en quelques mots, hein, pourrait se résumer comme telle: insertion, itération et triangulation, c'est-à-dire qu'il faut y être, il faut surtout y retourner et il faut croiser ces données. C'est pour ça que l'on fait des observations participantes tenues dans nos carnets de terrain
Des entretiens, à ce jour, nous en avons fait environ 150. Nous récoltons les textes officiels et les archives, ainsi que nous faisons des photos, le plus souvent comme support à nos carnets de terrain. Suivante, vieillir au monastère. Alors tout d'abord, un chiffre, 65 ans de moyenne d'âge pour les hommes et pour les femmes, pas de différence. Par contre, il y a des différences certaines en fonction de certains collectifs. Oui, c'est ça. Pardon, excusez. Certaines de ces communautés font encore des entrées, d'autres pas, mais il y a toujours une volonté vraiment farouche, je dirais, de se réinscrire dans une histoire longue, tant et si bien que la phrase qui nous est venue souvent dans nos entretiens a été « on en a vu d'autres » et à ce titre-là, la vieillesse est un artefact. Donc voilà, c'est un peu dans cette réalité-là qu'ils pensent la vieillesse. Hein. Alors, comment vieillit-on comme moine ou monial? Eh bien, d'abord, une adhésion au charisme de l'ordre avec un contrat de départ qui est la prise en charge jusqu'au bout par la communauté contre le travail d'une vie. Ça veut dire qu'on va travailler jusqu'au bout de sa vie. La socialisation et le gouvernement du corps par l'ascèse, on est éduqué vraiment rapidement à être moine et monial, et ceci le temps effectivement de la vie au monastère, et ça s'inscrit vraiment à même le corps, ce qui fait dire à certains que ce sont vraiment des athlètes de Dieu, tant il y a une perspective au fond de performance. Hein. Il y a une intimité à distance que l'on retrouve, ce qui avait été décrit par Goffman, hein, comme une intimité effectivement collective, mais à distance, on ne se touche pas. Bien qu'on se revendique d'une famille religieuse, celle-ci ne va pas prendre en charge les soins du corps, d'autant s'il est souillé, hormis le moine ou la moniale en charge de l'infirmerie, pour autant qu'il y en ait une. On va travailler, participer aux offices. C'est un monde sans retraite. Il n'y a pas de retraite statutaire et chacun, selon ses moyens, va effectivement travailler jusqu'au bout. Il y a des vulnérabilités effectivement qui s'installent en fonction de l'âge, mais il y a également des habiletés à vieillir, telles qu'ont pu le décrire Françoise Le Borgne ou Simone Pennec. On peut voir qu'effectivement cette ascèse va travailler les corps longtemps et va permettre aussi un certain nombre de maintien des habiletés. Il y a quelque chose d'intéressant peut-être à relever, c'est la mémoire collective, qui est vraiment un construit collectif de l'identité individuelle d'une personne, tant et si bien que quand il va avoir des failles, quand il va perdre peut-être la mémoire, eh bien on sera à plusieurs d'une certaine manière pour reconstruire cette mémoire défaillante. On trouve ça aussi dans les familles par ailleurs, hein, mais là c'est particulièrement, je dirais, ça nous a frappé. Des aménagements sont concédés, les infrastructures sont modérées, les espaces peuvent être médicalisés, mais l'idée, c'est chaque fois de rester un monastère avec une infirmerie et pas l'inverse. Le recours à des laïcs est possible, mais il est chaque fois très, très encadré par les moines et les moniales. Et puis, certains statuts sont créés chez les hommes, on pourrait y revenir dans la discussion. Il y a des effets de genre, effectivement. Les rythmes sont adaptés, il y a des temps qui sont visibles selon la règle et qui sont extrêmement codés. Quand on est à l'église, qu'il y a des hôtes, qu'il y a des fidèles, on est en représentation et à ce moment-là, effectivement, eh bien, la règle s'applique de façon tout à fait majeure. Et puis des temps entre nous où là, les aménagements, des petits aménagements sont toujours possibles. La suivante, s'il vous plaît. Alors, vieillir au monastère, eh bien, les limites de cette vie au monastère, c'est la proportion d'âgés dans les communautés respectives, puisqu'à un moment donné, il y a des déséquilibres qui vont s'opérer, des atteintes cognitives, pour autant, effectivement, qu'il y ait une rupture de la nuit et du silence. Le grand silence qui part du dernier office à l'office du matin ne doit pas être rompu. Et ça, eh bien, on peut le tolérer une fois, 2 fois, quelques nuits peut-être, mais ça va être effectivement extrêmement difficile de maintenir quelqu'un à l'intérieur quand effectivement, il va y avoir une rupture de la nuit pour les autres et une rupture du silence, notamment durant la journée. Pardon.
Alors, l'usage des figures de la vieillesse, là aussi, il y a des figures de la vieillesse à valence positive. Celui ou celle qui, à travers le temps, va garder sa foi au charisme de l'autre, sa vivacité, etc. Et puis, il y a des figures à valence plus négative, celle qui est touchée par la maladie, les atteintes cognitives. Donc, on va avoir un usage assez mesuré, au fond, de la figure, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, marketing, du moine ou de la moniale âgée. Il ne faut surtout pas non plus décourager les entrants. Les entrants, c'est assez clair pour ces communautés, viennent pour apprendre à être moine et monial et non pas à s'occuper au fond d'une communauté âgée. Alors le placement comme dernier recours, eh bien ma foi, aujourd'hui il existe. Il est très marginal sur nos terrains parce qu'il y a une rupture des vœux de stabilité qui est vécue comme quelque chose d'extrêmement douloureux. Et puis quelque chose qui est particulièrement redouté pour ceux qui seraient placés, c'est le partage des espaces et de la chambre notamment, puisque la cellule est vraiment un lieu qu'on estime très privé. La question financière est également un enjeu dans certaines communautés plutôt pauvres. La suivante, s'il vous plaît. Alors, mourir au monastère, tout d'abord, il faut dire que ces moines et moniales sont extrêmement bien informés. Toutes les informations transitent à travers la clôture. Il y a des sites Internet. C'est des gens qui sont bien documentés, qui ont des formations tout à fait importantes. Donc, les connaissances des normes gérontologiques et palliatives sont connues de ces lieux. L'usage des morphiniques est tout à fait admis. Il n'est pas lieu de se mortifier au moment de mourir, ainsi que le contrôle des symptômes. Voilà, tout ça là est largement admis. Des hospitalisations également si c'est nécessaire, et puis une présence de moine ou de monial infirmier, parfois formés sur le tas, pas toujours, pas toujours formés selon les critères ad hoc, mais qui œuvrent durant des années dans ces rôles-là et qui vont faire le lien avec un médecin traitant qui pourra, le cas échéant, venir à l'intérieur du monastère si c'est nécessaire. La prise en charge est toujours collective, l'accompagnement est vraiment collectif et extrêmement ritualisé dans les règles. Il y a des chants, des paroles qui sont dites, hein, tout ça, le rite est vraiment très, très fort et très puissant. Et puis, on va attendre aussi du mourant et de la mourante qu'il et elle fassent son travail, parce qu'à un moment donné, il sera amené à partir tout seul. Les rites entre tradition et modernité, parce que tout d'abord, il y a des contingences matérielles. Le creusage du sol, quand on devient une petite communauté de femmes, eh bien, c'est compliqué. Et puis, la fermeture de certains monastères qui se profilent avec une exhumation, par exemple, des lieux où on a enterré 200, 300 moines, moniales. Donc, effectivement, des contingences matérielles nouvelles, mais des rites qui perdurent malgré cela, on va dire, puisque on a pu voir des ensevelissements à même le sol, tel chez les cisterciens. Ils sont donc mis dans leur manteau de prière et ils sont enterrés à même le sol sur une tombe qui a déjà été occupée. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire communauté. Et puis parfois le recours à la crémation, puisque effectivement. Pardon? Non, c'est rien, c'est quelqu'un a ouvert quelque part. Pardon. Et puis, quand on fait appel à des changements de rite, la crémation, c'est quelque chose d'assez nouveau qui date d'une dizaine d'années. En tout cas, là, on l'a observé chez les visitandines. Eh bien, on tend à rejoindre le rite ancestral en mélangeant les cendres dans le columbarium, un columbarium commun, où, au même titre que les tombes et les ossements qui finissent mélangés, eh bien, les cendres le sont également. Voilà, je crois que c'est bon pour ça. Est-ce que vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît? Alors, la validité des catégories pour ces communautés. Nous avons utilisé et l'un et l'autre des catégories que nous remettons un peu en question aujourd'hui à l'aune de cette étude, ou en tout cas que nous rediscutons. Alors, le monachisme est souvent analysé sous l'angle de la promotion des singularités dans nos sociétés postmodernes. Alors nous, on pense, et mon collègue davantage encore, pense qu'il se transforme et parfois surtout parce qu'il doit faire face à des problèmes socio-sanitaires extrêmement importants. Le type du monastère comme institution totale, tel que l'a décrit Goffman, n'est à nos yeux non plus
plus tout à fait opérationnel, puisqu'il y a un aplatissement de la hiérarchie, une disparition du statut de convers et de converse, qui sont donc ses sœurs et ses frères de service, et une porosité de la clôture, notamment liée aux soins et à l'état sanitaire de certains moines et moniales. On retrouve des traces de l'institution totale, bien sûr, mais enfin, elle n'est plus tout à fait opérationnelle. L'identification au groupe relègue au second plan la catégorie sociale. La redistribution des capitaux sert d'abord la mission commune avant de servir l'individu, telle qu'elle est pensée par exemple dans une théorie classique. Les communautés sont détentrices d'un savoir-faire collectif, d'un pouvoir, d'une autonomie qui leur sont propres, d'une indépendance d'avec les États, comme on le disait, qui effectivement s'ébranle un peu quand même sous le couvert de la vieillesse, parce qu'à un moment donné, eh bien, on doit se faire aider. La suivante, s'il vous plaît. On terminera par cette dernière slide sur la validité des catégories pour saisir la vieillesse et la mort. Alors l'âge d'abord, l'âge comme catégorie n'octroie pas de statut différencié. Celui ou celle qui vieillit doit, entre guillemets, tenir le coup. Il a été d'une certaine manière un peu programmé pour ça, mais voilà, beaucoup d'efforts pour mettre son manteau de prière qui est extrêmement lourd, pour arriver à l'heure aux offices, pour pouvoir effectivement continuer à participer à la vie communautaire. Et aussi, surtout, ne pas être placé à l'extérieur après 50, 60, parfois 70 ans de vie communautaire. L'insertion par le travail et les offices, jusqu'au bout, on va attribuer des tâches indispensables à la communauté, ce qu'on va considérer le beau travail. Par exemple, la purification des linges de sacristie qui prennent du temps, c'est très ritualisé, ça aussi, ça prend beaucoup de rinçage tout à fait particulier, des codes à suivre. On va l'attribuer à une sœur âgée, à un moine âgé. Voilà, on va lui attribuer effectivement un certain nombre de petits travaux à faire qui sont indispensables à la communauté. Alors les atteintes cognitives, on l'a dit, elles peuvent mettre en péril la vie monastique, certes, mais on retrouve aussi quand même une socialisation très intégrative pour ceux qui sont atteints de ces handicaps. Alors, comme catégorie en général associée à l'aide familiale, on trouve toujours les proches aidants. Ben, ici non plus, ça ne marche pas bien. Il y a des rôles, par contre, qu'on devra analyser dans le futur, qui sont les quasi-moines, quasi-moniales, qui sont des personnes qui vivent en communauté, mais qui ne feront jamais leurs vœux, et puis qui ont un statut particulier. On ne peut pas, pour l'instant, en dire grand-chose. La mort, quant à elle, elle ne se pense pas hors de la communauté. Le rite est par définition collectif. L'accompagnement est collectif et quand la personne est placée, on ira la chercher parfois en situation d'agonie pour la ramener au monastère et lui faire vivre d'une certaine manière le rite qui est prévu. Donc voilà, tout cela, une fois encore, est très codé et il n'y a pas lieu d'introduire de nouveautés autour de la mort, si ce n'est effectivement des aspects de crémation dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que le rite funéraire fédère, ça c'est, on va dire, c'est la définition même du rite funéraire, mais ici, il nous paraît qu'il permet une scénographie de la permanence, il permet vraiment à la communauté de se rejouer dans son entier à ce moment-là, malgré tous les déficits dont on a pu parler, la vieillesse, le handicap, etc., le déséquilibre des catégories d'âge, eh bien, au moment de la mort, tout ceci s'efface d'une certaine manière pour redonner effectivement à la communauté une façon de se remettre en scène, si on veut bien. La dernière, s'il vous plaît. Merci de votre attention et désolé encore des aléas techniques. Vous avez nos noms si vous voulez prendre contact avec nous. On vient de publier un article sur ce sujet dans Gérontologie et Société également, Se lever pour vigile, tenir le coup pour vieillir et mourir au monastère. Vous avez aussi nos sites internet. Nous avions mené une étude préalable sur les couvents qui se transformaient en EHPAD. Et puis là, nous sommes donc sur des monastères, d'autres collectifs, d'autres réalités. Et nous avons des sites qui sont hébergés dans le cadre de notre école, où vous trouvez nos activités, nos colloques, nos publications, etc. Et puis, il y en a encore une toute petite dernière.
C'est donc la minute de pub. On va organiser avec mon collègue un colloque en vidéoconférence le 27 mai de cette année que nous avons appelé le chaman, l'archive et le chien, des médiateurs pour faire exister l'autre, où on aimerait questionner effectivement cet aspect du silence quand la parole n'est pas là. Au fond, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, un titre un peu énigmatique, mais qui, j'espère, vous fera envie. Très bien, merci Voilà, beaucoup. nous en avons terminé. Oui, merci beaucoup. Donc, désolée du fait qu'on va être un peu limité parce qu'il faut laisser le temps à la dernière intervenante aussi de pouvoir faire sa présentation avant que les uns et les autres filent à leur réunion de l'après-midi. Je vous livre donc un paquet de 3 questions et si vous pouviez effectivement essayer de donner des pistes assez rapidement. Donc, le premier paquet, je vais les grouper, c'est qu'en est-il des effets de genre et de génération? Donc, c'est une manière très démographique de les regrouper. Si vous pouviez revenir très rapidement sur les effets de genre que vous avez évoqués et puis sur l'idée que est-ce qu'il existe quand même le fait que les plus jeunes du groupe s'occupent des plus âgés, comme ça peut être le cas dans la vie hors monastère. Et puis la dernière question sera sur qu'advient-il de ceux qui ne tiennent pas le coup, justement, et qui sont peut-être hospitalisés ou exclus un peu de ce système. Alors, des effets marqués, c'est qu'effectivement, hommes comme femmes, tout ce qui est la prise en charge du corps et du corps souillé notamment, sont externalisés. C'est-à-dire qu'on va faire venir quelqu'un de l'extérieur. En général, effectivement, les femmes ne s'occupent pas plus de leurs consoeurs au niveau du corps, à moins, une fois encore, qu'il y ait une moignale infirmière ou un moine infirmier, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les hommes, eh bien, certains hommes, certaines communautés ont créé des statuts particuliers comme les oblates, qui sont effectivement des femmes qui gravitent autour de ces communautés, qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas de statut, effectivement des moines, mais qui sont là pour aider les plus âgés. En général, les communautés sont très sourcilleuses à ne pas utiliser, entre guillemets, les jeunes pour s'occuper des plus âgés. Ça, c'est vraiment quelque chose. Elles préfèrent ne pas recevoir de jeunes en sachant que la communauté des plus âgés est en nombre, si on veut. Elles ne préfèrent plus faire d'entrée que de les assigner, si on veut, aux soins des plus âgés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, c'est parfait. Et pour celles et ceux qui ne tiennent pas le coup, mais je pense que vous y avez un peu répondu. Alors, ceux qui ne tiennent pas le coup, alors, il y en a qui tiennent, il y en a beaucoup qui partent de ces communautés. Avant, on font des vœux ou partent avant les vœux, pendant les vœux, après les vœux. Enfin, il y a beaucoup entre guillemets de pertes. Hein. Vous comprenez le terme. Quand je dis perte, c'est vraiment voilà pour faire court. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas, qui ne supportent pas la vie monastique. Mais pour celles qui restent et qui restent très longtemps, eh bien, l'idée c'est quand même de les placer le moins possible. Et on va tout faire pour que effectivement les plus âgés qui sont atteints de handicap font tout pour ne pas être placés. Mais à un moment donné, ça arrive qu'elles soient placées.